Bien le bonjour les 5 CEOs et aujourd'hui, boum, comme prévu, voilà, hein, je suis un homme de parole. Les New Teen Titans, volume 3, j'avais dit que je reviendrai vers vous pour vous dire ce que je pense de la suite et fin du run de Wolfman et Perez. L'aventure est disponible en 4 tomes, évidemment, chez DC Essentiel. J'ai terminé la lecture du troisième et je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à visionner les vidéos concernant le tome 1 et le tome 2, sans quoi celle-ci de vidéo n'aurait pas vraiment de sens. On approche petit à petit de la fin de ce run long de 4 années, hein, qui a commencé en 1980 et qui s'est terminé quelque part entre 1984 et 1985, après quoi Perez et Wolfman ont commencé à travailler tranquillement sur, vous le savez, Crisis on Infinite Earths. D'ailleurs, à ce sujet, là-dedans, on constatera quelques petites idées distillées ici et là qui mettent en place Crisis on Infinite Earths, avec notamment l'introduction d'un personnage phare de cet event que vous connaissez tous. Et d'ailleurs, si vous êtes un fan absolu de Crisis on Infinite Earths, je ne saurais que vous conseiller de vous plonger dans les New Teen Titans, bien que cette lecture soit dans l'ensemble relativement fastidieuse, surtout concernant le tome 1, mais j'en ai déjà parlé, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais voilà, si vous êtes un fan absolu de Crisis on Infinite Earths, sachez que vous allez avoir un petit complément d'information dans ces pages. Et aussi infime qu'il soit, il peut toujours être intéressant pour un fan absolu. Alors, j'avais reproché au volume 1 des arcs beaucoup trop confus pour un début d'aventure, pour un début de run, avec des enjeux pas maîtrisés. On partait un peu dans tous les sens, à Themyscira, dans l'espace, et on importait comme ça énormément de personnages externes, énormément de personnages annexes. Ce qui fait que les Teen Titans étaient un petit peu noyés au milieu de tout ça. On avait du mal à recadrer les enjeux sur les Titans en fait. Et donc, ça avait tendance à me perdre en cours de route. Ça a tendance à perdre, je pense, le lecteur en général en cours de route. Cet afflux comme ça de personnages pour un début d'histoire. C'était assez déconcertant et c'est vraiment ce que j'avais pas apprécié sur le tome 1 avec en plus ce ton très kitsch hein, finalement dans la façon de raconter les histoires. Le tome 2 corrigeait en partie cela, donc j'avais largement préféré le tome 2, avec un retour à des enjeux un peu plus concrets et un peu plus cohérents pour ce que sont les Teen Titans, c'est-à-dire un groupe de super-héros en devenir. Et donc en cela, j'avais carrément préféré le tome 2 qui se terminait sur une note plus que positive en ce qui me concerne, avec une histoire ô combien réaliste, ô combien terre à terre, qui confrontait les Titans à une organisation criminelle qui exploitait de jeunes fugueurs, de jeunes délinquants laissés à l'abandon dans la rue, et qui s'en servait pour distribuer de la drogue dans les rues de New York. Ouais. Donc c'était complètement différent, rien à voir avec l'arc précédent où tu voyais comment Starfire et Blackfire se foutaient sur la gueule dans l'espace en fait, tu vois, en plein milieu du cosmos. Et en fait, ça c'est la grande force de la série de Wolfman et Perez, c'est qu'on varie énormément non seulement les enjeux, mais les contextes, les environnements et surtout les types de récits. T'as du space opéra, t'as du drame social, en fait voilà. Et finalement, il y a énormément t'as de l'aventure aussi, hein, au sens propre. Et c'est ça qui est fort dans cette série New Teen Titans, c'est qu'en fait t'en as pour tous les goûts. T'en as quelque part, il y a forcément un arc où t'en auras pour ton pognon. Donc ça c'est plutôt cool. Et ça il faut le souligner. Et donc, cette histoire qui venait clôturer le tome 2 me laissait sur une note plus que positive, puisque extrêmement réaliste. Alors, quand je dis réaliste, que je parle des New Teen Titans, les petits gars, voilà, je mets des guillemets, hein, évidemment, vous le savez. Hein. Je veux dire, quand tu vois la paire de fesses, la paire de seins de Starfire, il n'y a rien de réaliste là-dedans, on est d'accord, hein, voilà. La meuf, elle a la peau dorée, elle balance des flèches stellaires. D'énergie solaire sur les gens, donc non, il n'y a rien de réaliste, mais voilà, vous me comprenez, hein. Quand je dis réaliste, c'est dans le sens plus terre à terre. Voilà. Et quand je dis terre à terre, c'est dans le sens où on évite trop de partir dans l'espace, ou dans le futur, ou dans des dimensions alternatives, voilà. Et donc, cet arc qui clôturait le tome 2 est une parfaite introduction à ce que vous allez avoir là-dedans, parce que justement, quand je parle de terre à terre, bah là on y est totalement. Voilà, c'est ce que j'attendais, c'est ce que je voulais depuis le début. Des récits beaucoup plus maîtrisés, des enjeux moindres, des enjeux plus à la portée, plus à la hauteur des Teen Titans. Parce qu'honnêtement, on voyait Dick Grayson qui a aucun super pouvoir, Cyborg qui est juste un mec dépressif,
composé à moitié de métal en fait, qui a juste une super force, une super endurance en plus et quelques gadgets. Envoyer Changelin qui est un guignol obsédé, mangeur de popcorn et qui sait se transformer en gorille parce qu'en fait il fait pas grand chose d'autre. T'envoies ces mecs là dans l'espace, affronter des civilisations extraterrestres extrêmement dangereuses. Tu vois, quand je te parle d'enjeux disproportionnés, on est en plein dedans quoi. Donc voilà, moi ce que je voulais c'était qu'on ait un retour à quelque chose de beaucoup plus calme-toi mec, voilà, reste sur terre. Voilà. Et c'est exactement ce qu'on a là-dedans. Donc c'est comme si quelque part Wolfman et Perez m'avaient entendu alors qu'ils ont écrit ça avant que je naisse, tu sais. mais c'est ça qui est cool, voilà. Donc le tome 3, oui, je l'ai grandement apprécié, c'est mon préféré des 3 que j'ai lus pour l'instant. Pour ce côté beaucoup plus réaliste. Et je rappelle que je mets des guillemets à réaliste. Hein. Calme-toi, m'agresse pas mec, m'agresse pas. Quelque chose que j'ai grandement apprécié, c'est le recadrage qui est fait sur le groupe. Et on a un groupe ici qui est en constante évolution, qui est en mouvement permanent. Alors quand je dis mouvement permanent, non pas qui bougent leur boule sur un clip d'Aya Nakamura, tu sais, devant la télé. Non, c'est quand je dis mouvement permanent, c'est un groupe qui est en constante fluctuation. C'est-à-dire que tu as des arrivées, tu as des départs, et tu as des prises de conscience, tu as des remises en question, tu as des tensions qui se créent, tu as des relations amoureuses qui fleurissent, et tu as des engueulades évidemment, voilà. Donc, on est sur quelque chose de très réaliste à ce niveau-là. Et rappelez-vous, c'est exactement ce que j'avais demandé dès le tome 1 et que je n'avais pas eu. Voilà. Donc ça, c'est très cool, parce que du coup, séance de rattrapage validée. Voilà, on a enfin un groupe d'adolescents traités de manière réaliste. Il y a le bébé qui chante là, donc je vais attendre un peu. Je ne sais pas si vous l'entendez, ma foi. Donc là-dedans, on a tout ça et ça fait plaisir. Je parlais de remise en question. Tu as un grand moment de passage à vide concernant Robin, concernant Dick Grayson, qui a tendance à se mettre en retrait et à abandonner les autres Titans, à abandonner un petit peu le rôle de leader, de chef qu'il a acquis au fur et à mesure des arcs. Donc il a tendance à se mettre en retrait parce qu'il est vraiment dans une période d'incertitude. C'est-à-dire qu'il commence à percevoir au fond de lui qu'il ne souhaite plus être Robin et ne plus être assimilé à Batman. Il a un besoin d'indépendance qui se crée parce que forcément il grandit. Il a envie de devenir un homme et qu'il ne soit pas toujours affilié à Batman, à son mentor. Donc ça, tu le comprends pertinemment. Et lui aussi, il en prend conscience. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que forcément ça ramène aussi à des troubles, le mot est peut-être un peu fort, mais à des questions que tu te posais quand tu étais adolescent. Donc je trouve que le message est assez fort concernant Dick Grayson, et puis il y a ce passage mythique où il décide de jeter la cape de Robin, tu vois. Voilà. Bam. C'est pas du spoil, hein. Vous savez très bien que Dick Grayson a cessé d'être Robin dans la série des Teen Titans en 84. Pour devenir Nightwing. Alors ici, il ne devient pas encore Nightwing, hein, ça sera pour plus tard, ça sera pour le tome 4, mais on a déjà les prémices de Nightwing, et donc Robin, qui déclare aux autres membres du groupe « J'en ai marre d'être affilié à Batman, j'ai besoin de prouver que je suis un homme responsable, que je suis un héros à part entière, que je ne suis pas juste le larbin de Batman, donc Robin, no more. » Voilà, petite référence. Et donc ce passage-là, il est extrêmement fort, il est épique. Donc ça c'est à lire. Clairement, là, il y a pour l'intérêt historique que représente ce passage, forcément, je ne peux que vous conseiller cette lecture. Parce que c'est la fois où Dick Grayson a dit non. Moi, c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime, comme ça, les petites... Parce que ça, c'est clairement une origin story, non pas celle de Dick Grayson, non pas celle de Robin, mais celle de Nightwing. Donc ça, c'est très 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 important de lire ça. D'autant plus, comme j'expliquais, que cette prise de conscience intervient après un grand passage de remise en question concernant le personnage, qui en est presque à abandonner finalement les siens. Donc forcément, il y a des tensions qui se créent, notamment entre lui et sa petite amie Starfire, qui ne comprend pas forcément cette mise à l'écart. On a des arrivées. On a l'arrivée de Terra, la petite blondinette ici qui a des pouvoirs telluriques, c'est-à-dire qu'en fait elle contrôle la terre, la roche.
Donc c'est plutôt craqué. Ce qui fait d'elle finalement le personnage le plus puissant avec Starfire de tout le groupe. Et peut-être Donna Troy. J'ai un problème concernant Terra. Bon, moi personnellement j'étais spoilé quant à la condition de ce personnage parce que j'avais regardé avant l'animé Teen Titans Judas Contract, donc du coup j'étais spoilé sur ce qu'est Terra et ce qu'elle va devenir, donc ça m'emmerdait un petit peu si tu veux, mais de toute manière au final, force est de constater que Wolfman a auto-spoilé en fait finalement, enfin il s'est auto-spoilé le mec, parce que dès l'arrivée du personnage dans le groupe, dès son intégration, dès son acceptation dans le groupe par les autres membres, eh bien on t'explique qui elle est. Et on t'explique pourquoi elle est là. Et ça, c'est problématique. Parce que c'est quelque chose qui... La vérité concernant ce personnage aurait dû être dissimulée jusqu'à ce qu'elle explose, beaucoup plus tard. Parce que là, de ce fait, quand tu connais la condition du personnage qui t'est raconté dès son arrivée dans le groupe, comme j'expliquais, donc qui t'est spoilé d'entrée de jeu, en fait, eh bien, il n'y a aucun attachement possible vis-à-vis d'elle. Tu ne peux pas la considérer comme un membre à part entière du groupe parce que tu sais ce qui va se passer par la suite. Et ça, pour moi, c'est problématique. C'est une grosse faute d'écriture de la part de Marv Wolfman d'avoir spoilé, d'avoir expliqué ce que venait faire ce personnage avant qu'on le découvre beaucoup plus tard par nos soins. Ça, c'est problématique. Donc j'ai vraiment un souci avec le personnage de Terra, qui aurait pu être plus intéressant si on avait gardé la surprise. D'autant plus qu'en fait, elle fait partie du groupe pendant un long moment, c'est-à-dire qu'elle intervient pendant pas mal d'arcs en fait. Et on va savoir dans le tome 4 voilà, ce qu'il en est, et c'est dommage parce que ça va faire... comment dire, ça va retomber complètement, quoi. Finalement, l'intérêt de ce personnage est nul de ce fait, et c'est problématique. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est mort dans l'œuf pour moi. Voilà. Alors, Donna Troy. Pourquoi j'ai envie de parler d'elle ? En fait, depuis le début, elle est plutôt bien exposée. C'est-à-dire qu'elle est très présente, toujours combattante, toujours sur le champ de bataille, en première ligne. Il n'y a aucun problème avec Donna Troy. Le seul souci qu'il y avait, en fait, si tu veux, c'est que, ok, elle était là, mais tu la voyais qu'en tant que super-héroïne. Faire des trucs de super-héroïne. Et le personnage était très présent, mais à aucun moment véritablement approfondi, véritablement creusé. Et je pense que c'est ce dont s'est rendu compte Marv Wolfman, puisqu'il lui a dédié un arc complet qui fait office d'origin story. Le voici. Who's Donna Troy? Donc dans cet arc, eh bien, vous allez apprendre, grâce à une enquête menée par le meilleur investigateur de la bande, Dick, vous allez savoir qui est réellement Donna Troy, comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Et cette histoire prouve que Marv Wolfman a énormément de talent pour raconter les personnages et surtout leurs origin story. Il avait déjà prouvé sur Tales of the New Teen Titans avec Raven, Starfire, Changeling et Cyborg, donc il avait conté des histoires, des origin story absolument fabuleuses. Rien que pour ça, le tome 2 vaut la peine d'être lu, pour ces 4 origin story qui sont vraiment maîtrisées de bout en bout. Et là, eh bien, il réédite l'exploit avec l'origin story, donc pour le coup de Donna Troy, qui est un personnage plus historique dans le groupe, qui n'a pas été créé pour cette série, qui existait déjà avant. Je ne sais pas s'il a respecté le premier origin story du personnage et qu'il l'a juste dépoussiéré, qu'il l'a juste modernisé, ou s'il l'a complètement révolutionné en réécrivant les grandes lignes. Ça, je n'en ai absolument aucune idée, j'ai pas encore travaillé suffisamment le personnage. Mais force est de constater que cette origin story de Donna Troy, qui nous conte un drame social absolument bouleversant, puisque Donna Troy, c'est une enfant de la DAS, elle n'a jamais connu ses parents biologiques, elle a été abandonnée dans la misère dès son plus jeune âge, quand elle était bébé, elle est passée de main en main, de foyer en foyer, et finalement c'est tout ça qui nous est raconté là-dedans, et ça rend le personnage beaucoup plus profond qu'elle ne l'était jusque-lors, et beaucoup plus touchant également. Voilà, c'est comme ça qu'on s'attache au perso, et ça Marv Wolfman sait le faire. Donc vraiment, c'est probablement ce que j'ai préféré lire. Moi, vous savez que les origin story, c'est quelque chose que j'adore. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, d'autant plus que c'est super bien écrit. Donc rien que pour ça, en fait, ça vaut le coup d'être lu aussi. Voilà. Donc un autre point fort de ce récit. Qu'est-ce que je pourrais dire concernant le volume 3 que j'ai, vous l'aurez compris, grandement apprécié. Alors, on a des arcs relativement longs, mais qui, cette fois-ci, s'entremêlent les uns aux autres. Donc c'est assez étrange, c'est-à-dire que tu vas avoir le début d'un arc sur tel épisode, l'épisode d'après, ça va être
le milieu d'un autre arc qui a débuté précédemment. Et en fait, tu as vraiment les arcs qui s'entrecroisent. Alors, il y a un point fort à cela, c'est que du coup, tu passes d'une histoire à l'autre et du coup, ça casse la... Comment on appelle ça? Ça casse une certaine forme de lassitude qui pourrait s'installer quand tu lis toujours la même histoire et que cette histoire ne te plaît pas forcément, qui plus est. Donc, en cela, ça pourrait être un bon point, mais moi, je vois surtout le côté négatif de la chose, qui est que si tu laisses ton bouquin 2-3 soirs d'affilée parce que tu as autre chose à faire ou que le week-end passe et du coup tu restes 2-3 soirs sans lire, quand tu reprends, le fait d'avoir tous ces arcs qui s'entrecroisent, qui s'entremêlent, eh bien ça rajoute de la confusion finalement. Et par moment, quand je reprenais le bouquin après 2-3 soirs comme ça de non-lecture, eh bien j'avais un petit peu de mal à me remettre dans le bain. Il fallait que je reprenne plusieurs pages en avant pour me rappeler ce que j'avais lu. Voilà. Et ça, c'est clairement lié à ce caractère vraiment entrecroisé des arcs entre eux. Voilà, concernant les New Teen Titans, putain, j'avais oublié un truc mythique, les petits gars, parce que là je parlais de Robin Dick Grayson, hein, comme quoi voilà, il fallait à tout prix lire ça quand tu étais fan du personnage, parce que c'était ses débuts, entre guillemets, en tant que Nightwing. Il y a également un autre truc concernant Robin qui est extrêmement important dans les pages de ce volume 3, c'est les premières apparitions de Jason Todd. Alors, c'est un personnage plus que secondaire, hein. C'est juste un gamin rouquin qui court dans les jupes de Bruce Wayne dans le manoir, hein. Voilà, c'est pas encore le Jason Todd qu'on connaît, c'est pas encore Robin, mais ça fait partie des toutes premières apparitions du personnage, donc ça aussi, ça c'est hyper mythique, quoi. Voilà. Alors oui, je le conseille. De ce fait, je suis désolé, hein, mais finalement j'ai conseillé le tome 2, je conseille maintenant le tome 3 encore plus que je n'ai conseillé le tome 2 pour le coup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être obligé de vous taper le volume 1. Alors après, je pense aussi que j'ai eu beaucoup de mal avec le volume 1 parce que c'était la mise en bouche. Donc il y avait ce côté vraiment confus, comme j'expliquais maintes et maintes fois, mais en fait il y avait aussi un truc, je pense, c'est ce qui m'a fait avoir tant de mal avec le volume 1, c'est le fait que c'était les débuts, tu vois. Et donc forcément, hein, au début, quand t'es pas habitué, quand ça fait un petit bout de temps que tu n'as plus lu ce genre de vieux récits, te retaper tous les problèmes de narration liés à l'époque, toutes les lourdeurs de narration liées à l'époque, ça fait mal. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai davantage savouré le tome 2 et maintenant je savoure encore plus le tome 3, c'est parce qu'en fait je m'y suis habitué. Tu sais, c'est comme quand tu achètes un poisson en fait, tu le mets pas tout de suite dans ton aquarium, tu le mets dans un sac de flotte là, hop, et tu mets le sac dans l'aquarium pour que le poisson il s'acclimate à la température et aux autres poissons également, pour que les autres poissons s'acclimatent à lui, voilà, qu'il se fasse pas bouffer dès que tu le balances dans le bordel. En fait, voilà, tu lui crées une bulle comme ça qui s'acclimate, qui se mette dans l'ambiance de ton aquarium, si tu veux, à la température et tout le bordel. Et je pense qu'en fait, c'est ça le volume 1, c'est que tu rentres dans l'eau et les glaciales. Tu rentres dans l'eau et les glaciales, tu as le principe de narration qui est plus que daté, tu as des arcs qui sont what the fuck, qui partent partout, qui partent dans tous les sens, t'en as au plafond, t'en as au mur, t'en as sous les godasses, voilà, puis ces couleurs vraiment criardes liées à l'époque, et de ce fait, c'est vrai que putain, ça fait mal, quoi. Le volume 1, franchement, c'est une catastrophe, c'est extrêmement fastidieux à lire, hein. D'ailleurs, je suis pas le seul, il y a beaucoup de mes confrères youtubeurs qui ont tenté l'expérience et qui disent peu ou prou la même chose que moi, mais je vous assure que si vous laissez une chance à cette série et que vous allez sur le tome 2, vous allez commencer à être acclimaté, vous verrez plus forcément tous ces défauts de narration parce que du coup vous serez complètement dans le bain, et vous allez voir que c'est comme un bon vin, ça se bonifie avec le temps, et franchement les arcs qui nous sont présentés, qui nous sont comptés dans le tome 3 valent clairement le coup. Alors pas tous, comme j'expliquais, de toute manière il y en a pour tous les goûts, c'est aussi la grande force de cette série, comme je disais. Tu vois, là-dedans tu as quand même un hommage aux années 50, hein. Donc fallait le faire, avec un personnage qui s'appelle Trident, qu'on a retrouvé mort au fond d'un canal. Et donc les Titans vont enquêter pour savoir qui était Trident, d'où vient-il et pourquoi est-il mort. C'était un super vilain qui s'est fait tuer. Et en fait, ils vont enquêter pour savoir comment ça s'est passé. Je vais probablement pas retrouver l'arc en question. Voilà l'arc en question. Hop. J'ai mis une demi-heure à trouver la page, hein. Calme-toi, je couperai au montage. Mais voilà, et ça, c'est clairement un hommage à ce qui se faisait dans les années 50. Tu sais, avec ces histoires très bas du front finalement, où tu as le gentil qui poursuit le méchant, un premier affrontement qui se clôture toujours par la défaite
du gentil, et puis lors du deuxième affrontement, c'est la victoire du gentil, tu vois. Ça, c'est un schéma dont on a déjà parlé concernant le Flash la légende de Carmine Infantino et John Broome. C'était ce schéma qui était répété à longueur d'arc, à longueur d'épisode. Et ben là, on est clairement sur la même structure scénaristique. Voilà, c'est un petit hommage, pourquoi pas, voilà, c'est une petite bouffée d'air frais, on va dire. Hop, et après, on rattaque les choses sérieuses. Avec le monsieur là, Slade Wilson, Deathstroke, dont c'est les débuts, je vous le rappelle. Donc vous voyez tous ces personnages mythiques là qui naissent littéralement dans les pages des New Teen Titans, Jason Todd, Deathstroke, les Titans en question, Cyborg, Raven, etc. Donc là où je n'avais trouvé qu'un intérêt purement historique sur le volume 1, là on y rajoutera un intérêt clairement divertissant parce que les histoires sont beaucoup plus maîtrisées. Voilà, je pense que j'ai fait le tour les petits gars, je reviendrai vers vous pour le tome 4. Pour l'instant, est-ce que je vous conseille la série? Oui, parce que ça fait déjà 2 tomes sur 3 que je trouve dans l'ensemble plutôt bien et que je ne saurais que vous conseiller. Donc attendez quand même de voir si personnellement je valide ou pas le tome 4. Voilà, et puis après vous pourrez vous faire votre propre avis puisque bien évidemment tout ce que je vous raconte dans ces reviews n'engage que moi. Voilà, je le répète. Donc après voilà, c'est important quand même d'avoir des Gugus qui se sacrifient et qui fassent le boulot parce que tu vois, c'est quand même 35 balles un bouquin, ce qui veut dire qu'en fait la collection ça te la fait à 140 euros. 140 euros c'est quand même un sacré budget, donc c'est pour ça que ça peut être aussi intéressant d'avoir un guignol sur YouTube qui t'explique les points forts et les défauts, même si une fois de plus c'est clairement subjectif, vous le savez, que peut-être que vous ne trouverez pas du tout les mêmes défauts que moi je trouve à ces histoires et les mêmes qualités aussi, mais je pense que ça peut être intéressant quand même quand il y a 140 euros, 150 balles en jeu à claquer, je pense que ça peut être intéressant d'avoir des avis quand même. Voilà pourquoi je fais ces vidéos. Ciao les zingues.